Bienvenue à tous pour cette nouvelle quotidienne de playoffs, les playoffs NBA 2025. Aujourd'hui, une petite heure entre midi et 2. Je pense d'ailleurs, vous travaillez ou pas aujourd'hui ? Non. Normalement, certains devraient être libres, vu qu'on est un peu un jour férié. Bref, j'espère que vous êtes là pour ce rendez-vous quotidien entre midi et 13h. Salut Pipa, salut Guillaume, plaisir de t'écouter comme toujours. Merci à toi pour ta fidélité et tes messages. Bref, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez pu voir les deux matchs ou pas ? Les deux étaient intéressants. Pas férié chez moi. Ah, c'est vrai que oui, férié c'est en France, ouais, effectivement. J'ai pas pensé à ça, bonne remarque. Est-ce que vous avez pu voir les deux matchs ? Je sais que le OKC Denver a été un peu moins intéressant en termes de spectacle, mais je pense qu'il y a quand même de très bonnes leçons à en tirer, et OKC c'est quand même bien ajusté au-delà de juste mettre des tirs, donc voilà. Tatum, je le défends H24, mais il me facilite pas la tâche. Excusez-moi si j'ai pas de voix dès le début. Yoka aussi, hello. Bah dis donc, si j'ai pas de voix. Et si je continue d'être malade. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc on va pouvoir commencer. Oui, juste pour dire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Donc entre midi et 13h. Je bascule. C'est ici, ouais, c'est ici. On va commencer peut-être par le Denver OKC, justement parce qu'on aura peut-être tout à l'heure, à midi et demi, il y aura peut-être Baptiste qui va nous rejoindre pour parler d'Enix. Donc comme ça, on se garde un peu le match d'Enix pour tout à l'heure si Baptiste arrive à venir. Et donc on peut commencer par donc OKC Denver. On va se faire celui-ci 149 à 106. Hein. Vous voyez que c'est quand même un joli score. Salut Mohamed. Mohamed le boss, salut à toi. Qu'est-ce qui est nouveau aussi ? Non, je crois que c'est un peu tout le monde. Je rigole. J'ai pas vu le TG. Elle est pas mal. Je me suis mis sur mon plus 43 aujourd'hui. Salut à toi Im76, premier message dans le chat. Bienvenue. Bon bref, alors Denver, OKC, et puis tout à l'heure avec Baptiste, on fera New York, Boston. Donc Denver, OKC, hop, on y va, 149 à 106. Score des années 2020, nous dit Twistagram, versus score des années 90 pour l'autre match. Ouais, peut-être, en effet. Non mais c'est vrai que sur les playoffs actuels, on a des séries défensives, on a des séries offensives. C'est vrai que par exemple le Warriors Minnesota, je pense que ça va être très défensif, et pourtant c'est à l'ouest. Et à l'est on a Indiana et Cleveland, même si l'est c'est offensif. Mais là on a l'inverse pour les séries du deuxième jour. Me banne pas, ce serait bête quand même de pas avoir de viewers. Ah oui, d'accord. On est tombé sur un rigolo. Bah t'as la chance, je sais pas comment on fait pour ban, donc voilà. Alors, donc Denver, OKC, on est parti. Hop, prenons les stats, on se les montre ici. Donc voilà, énorme perf offensive évidemment de la part de... Oups, on n'a pas le login. Énorme perf offensive de la part d'OKC, évidemment, avec un aspect qui est assez évident. Hop, on va essayer d'avoir les stats, comme ça ce sera fait. Si je peux mettre ça, hop, on est là, voilà. On va chercher le match. Hop, on est le match. Denver OKC. Ok, c'est parti. Donc oui, il y a un aspect qui est assez énorme, c'est le 42% à 3 points d'OKC qui est un peu le shot making, l'aspect de shot making assez évident, hein, quand tu mets des 3 points, notamment face à cette défense qu'on avait un peu décrit. Bon bah ça change tout quoi pour le coup. Donc hop. Alors attendez. Ah, mince, j'ai un bug sur mon... J'arrive pas à me login. Alors attendez, je vais juste vous mettre ça. Les highlights, le temps que je règle ça. Mince, comment on fait ? Voilà, il faut que je check aussi les messages de Baptiste. Hop. Hop, c'est bon, j'y suis. Ok, on est parti. Hop, super. Donc bref, Denver OKC, un aspect de shotmaking assez évident pour le coup avec ce 3 points où bah oui forcément quand tu mets les tirs, quand Denver un peu fait sa spécialité du match 1 en resserrant le terrain, le ballon allait sur les shooters et donc forcément il y avait un peu ce point de bascule de quid des roleplayers qui mettent les shoots ou pas. En l'occurrence premier tour OKC n'avait pas mis ses tirs et match 1 ils n'avaient pas mis leurs tirs non plus, donc c'était quand même un aspect assez important. Après il y a également un autre aspect, c'est que j'ai pas le souvenir d'avoir sur 2 matchs d'affilée comme ça, match 1, match 2, en
fait une totale, non pas opposition de style, enfin si en un sens, mais match 1, on a clairement en fait Denver qui a imposé sa patte pour le coup, le côté bully ball qui a totalement défoncé un peu OKC sur le côté horizontalité du jeu, la défense, les mecs qui courent partout, etc. Donc là, Denver avait un peu gagné ça avec, hop, vous allez le voir, match 1, si je peux le rechercher, mais les rebonds offensifs, les tirs au panier, les lancers francs, etc. Il y avait un espèce de bully ball qui s'était imposé par rapport à la défense d'OKC. Donc là, c'est le match 1, vous voyez, plein de lancers francs, plein de rebonds offensifs, des tirs au panier comme s'il en pleuvait, beaucoup de transitions aussi. Voilà, en gros, Denver avait clairement gagné le match 1 sur leur force. Leur force, c'est le fit, l'opposition stylistique qu'on avait un peu détaillée pour le coup entre une défense qui bouge bien d'un côté et de l'autre côté des mecs qui peuvent te rentrer dedans et qui s'en fichent que ça bouge bien en face, c'est qu'ils vont pas chercher à te contourner. Donc on a cet aspect-là. Et là, le deuxième match, pour moi, on a totalement l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est clairement l'horizontalité du jeu de OKC en fait qui a fait la différence. Là, on parle de la défense, défense OKC versus attaque Denver. Donc là, en fait, on a totalement une physionomie. Oh, pardon, excusez-moi, trop de musique. Excusez-moi, hop. Là, on a une physionomie totalement différente sur ce match 2, avec en fait l'aspect de quadrillage du terrain de la défense de KC qui a été génial. Et franchement, il y a un point qu'on peut directement aborder donc sur l'attaque de Denver, puisque on parle de ça. Vous voyez que la perte offensive, elle est pas bonne, 102 points par 100 possessions. Et alors que eux-mêmes shootent à 44% à 3 points. 44% à 3 points, ce qui est quand même une belle perf pour le coup. Donc ils font une perf offensive de pas du tout bon niveau, alors qu'ils mettent tous leurs 3 points. Et en fait, c'est pourquoi, parce que regardez qu'est-ce qui se passe au panier cette fois. Denver est une attaque qui va souvent au panier, qui score très bien au panier. Ils sont allés très peu au panier, ils n'ont pas pu aller au panier, prendre des tirs sous le panier, alors que d'habitude, match 1 et d'habitude, ils y vont beaucoup. Et même en termes d'efficacité, 16%. Et donc c'est un peu là-dessus où on a OKC qui a gagné la bataille cette fois-ci, avec notamment déclencher des aides et des rotations encore plus agressives sur Jokic, mais sur d'autres aussi, mais notamment sur Jokic, où en fait le panier était bouché. Dès que Jokic touchait la balle poste bas ou poste haut, c'était fini. Donc voilà, d'ailleurs j'ai pas regardé les stats, mais ouais voilà. En termes de turnover, 20% de turnover pour Denver, ce qui est dans le 6e centile, à peine mieux que 6% de tous les autres matchs NBA. Donc voilà, on a clairement cet aspect de la défense d'OKC a été hyper active, ultra active, et ça a marché. D'ailleurs, on avait vu que match 1, il n'y avait pas eu tant que ça de post-up de la part de Denver, puisque dès qu'il y avait un post-up, il y avait des aides qui se déclenchaient, donc finalement on n'a pas eu tant que ça. Là, Denver du coup n'a même pas trop cherché à attaquer en post-up en fait, parce que sachant que ça va se déclencher l'aide, on va essayer d'attaquer autrement, poste haut, isolation plus loin du panier, etc. Mais même sur ce genre de situation, en fait, on avait des rotations, on avait des aides, des prises à deux qui se déclenchaient sur Jokic. Et donc en fait, l'idée c'est que, alors je vais voir combien, Jokic est à 6 pertes de balles. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas forcément habituel chez lui. 20 pertes de balles, je peux les mettre à l'image, vous allez voir. Et quand même beaucoup de fois où déjà là par exemple il y a un premier switch, ça switch au niveau du pick and roll, en tout cas sortie d'écran, Jokic et Jamal Murray, ça switch, mais Lou Dort crée le turnover, donc ça en avance. Vous allez voir aussi, il y a là encore on essaie de s'installer au poste bas, Jokic, et puis en fait il y a toujours une main dans la trajectoire de passe, et puis une deuxième, et puis on fait l'interception. Bref, il y a un peu ce côté, ce thème de on a totalement étouffé Jokic, et donc match 1, on a perdu stylistiquement parce qu'il nous est rentré dedans, et lui et Denver, et donc ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là non, là c'est on a vraiment l'aspect, on le dit souvent, mais une défense étouffante, au sens, là c'est presque le sens le plus littéral possible quoi, pour le coup. Donc là voilà, on a eu ça, beaucoup de turnover, alors que je précise ça aussi parce que premièrement Denver d'habitude est pas si ne commet pas des tonnes de turnover, ils sont à peu près dans la moyenne, mais surtout en playoff, quand le volume de Jokic monte plus que d'habitude, Jokic est un joueur assez propre relativement. Donc en fait, plus tu lui files de ballons, plus en général, toi en tant qu'équipe, tu vas perdre le moins de ballons possible, quoi, parce que tu as moins de ballons qui passent par les role-players, qui perdent des balles, etc., etc. Donc voilà, là c'était un point important par rapport à ça, et aussi par rapport à OKC. On a parlé dans la preview le fait qu'on a une défense qui peut être étouffante, qui est historique en termes de création de turnover. Donc clairement, en fait, on a ça. Clairement, il y a cet aspect où cette fois-ci ils ont gagné.
ils ont gagné cette bataille de la création de turnover, et donc ça s'est fait, regardez, on voit hein, là on a Jokic qui remonte la balle lui-même pour s'installer au poste bas, ou même il est en tête de raquette la poste haut, et directement l'aide se déclenche de la part de Lou Dort. Voilà, on va le presser au maximum. Bon, le truc c'est que si tu te mets à 2 contre 1 sur Jokic, il faut couvrir le cut derrière, Westbrook va faire un cut, mais c'est pas un problème. Regardez, sous le panier on a Wiggins, côté faible on a SGA, on a aussi Jalen Williams qui viennent un peu boucher l'espace, donc en fait les solutions étaient pas trop là quoi, et on va un peu je pense que si OKC arrive à réitérer un peu cette comment dire, cette stratégie, c'est un peu misé sur le fait que bon, Denver, ils ont des cuts, c'est bien, mais ils n'ont pas forcément toujours des bons shooters autour. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu un truc dommage de ce match-là, c'est que autant en match 1, on avait décrit à quel point est-ce que finalement, parfois ils n'ont pas un spacing parfait, mais c'est pas grave parce qu'il y a des mecs qui coupent au panier dans le dos des aides. Là, je trouve qu'on l'a un peu moins eu. On a aussi également une meilleure gestion de deuxième rideau pour justement empêcher ces cuts quand il y en avait, mais excusez-moi. Mais il y a aussi un aspect de juste parfois les mecs restaient à 3 points quoi. Notamment une action que j'ai en tête là où côté faible c'est Aaron Gordon et Westbrook. Match 1, les mecs les deux coupés dans l'aide du dos et dans le dos de l'aide du mec qui était côté faible, et donc les deux mettaient la pression au panier sur un rebond offensif ou sur un cut, et ça fait une bonne action, alors que là les deux sur ce match là ils restaient à 3 points, et donc forcément on est content de les abandonner à 3 points quoi. Donc voilà, ça fait un peu toute la différence pour moi. Et donc là, le point de bascule en revient aussi sur maintenant la carte, elle est, a justement à faire côté Denver quoi. Maintenant, c'est à quel point est-ce que David Adelman, le coach, et Denver vont arriver à un peu mieux. Comment est-ce qu'on fait pour organiser l'attaque ? Voilà, il y a un peu ça aussi à mon avis de finalement comment est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte que on ait plus d'espace. Comment est-ce quel shooter on met côté faible, côté fort, etc. Comment est-ce qu'on peut punir des prises à deux maintenant qu'on sait que ça va se déclencher depuis la ligne de fond ou ou que ça va descendre depuis le haut, etc. Mais ouais, finalement maintenant on attend un peu le contre-move quoi. On attend le contre-move, et c'est pas non plus une anomalie. Ça peut exister parce que la série contre les Wolves c'était un peu ça. Au début, et au final on a vu que ils ont réussi à s'ajuster match 3, match 4, des perfs offensives énormes sur les matchs 3 et 4 quoi. Donc voilà. Alors attendez, hop, je reviens de 2 minutes. Décidément aujourd'hui il se passe plein de trucs un peu bizarres. Je suis là, excusez-moi, hop, c'est bon. Donc bref, on attend le contre-move de Denver. Je vais essayer de vous lire aussi en même temps que je fasse pas que des monologues. Musique trop forte, ça c'est bon, on l'a réglé. Denver n'a aucun joueur à plus de 20 points lors du match 2. C'est rare. Oui, c'est rare, mais parce que la défense a été historique de la part d'OKC. Après, il y a aussi, je crois, 14-15 minutes de garbage time. Donc au final, il y a aussi moins de vrai temps de jeu, quoi. Les mecs ont abandonné assez vite, mais parce qu'il y avait quoi ? Il y avait plus 40, plus 50, un truc comme ça. Regardez le temps de jeu des role-players qui jouent jamais. Strother 14 minutes, Zekenaji 13 minutes, Pickett 13 minutes, Hunter Tyson 12 minutes, et pareil côté OKC, AJ Mitchell 13 minutes, bref, vous avez compris qu'il y avait beaucoup de garbage time, donc ça explique aussi en partie pourquoi est-ce que Denver score aussi peu, c'est que eux ils étaient pas en forme, mais en plus ils ont moins joué que d'habitude, donc voilà. Je vois que ça débat un peu des modèles de shot quality, c'est ça. Les modèles de shot quality donnent Denver à 1,17 et 1,35 pour OKC. Toujours une victoire, mais pas à plus 40. Exactement. Il y a un peu ça, mais mine de rien, on va le détailler tout à l'heure quand on parlera de l'attaque d'OKC, mais OKC a aussi fait de bons trucs, donc pour le coup. Et non, juste pour dire aussi, tu vois, par rapport à ça, par rapport à la shot quality, etc., la surchauffe à 3 points ou pas, en fait, justement, nos amis de Denver, ils ont quand même shooté à 45% à 3 points. Et sachant qu'ils sont pas allés du tout au panier comme d'habitude, au final, où est-ce qu'ils seraient sans ça, quoi ? Voilà, sans la surchauffe à 3 points, parce que ça aurait pas été encore pire, quoi, pour le coup. Donc ouais. Un peu comme au cours de la saison, les adversaires n'atteignent même pas la raquette, comme expliqué dans une vidéo de Ben Taylor cette année. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est ce côté quadrillage de terrain, mais c'est pas non plus... Oui, enfin, il y a ça, mais en même temps, on a vu aussi sur le match 1 que ça, les Nuggets, ça a marché, ils s'en fichaient, quoi. Donc, match 1, c'était la même défense en face, et pourtant, les mecs, ils pilonnaient sur les cuts, ils pilonnaient au rebond offensif, etc. Donc voilà, c'est un peu l'affrontement des styles, quoi, parce qu'on sait que le terrain va être bouché, on sait que OKC va courir de partout, boucher les espaces, etc. Mais Denver peut aussi répondre. Je crois que
Sur ce match-là, ce qui a sans doute été un peu décevant, c'est que le pick and roll Jamal Murray et Jokic n'a pas trop marché. Vraiment pas des tonnes. Toujours un peu cette stratégie d'ailleurs d'OKC de tester un peu, de passer sous les écrans parfois pour Jamal Murray. On va se mettre un peu ses tirs, vous allez voir. Mais on essaie de passer au début sous les écrans. Pourquoi ? Parce que si on passe sous l'écran, ça veut dire que le big, il n'est pas obligé d'aller sur Jamal Murray. Il y a un peu ce côté où, regardez, Lu Dort passe sous l'écran là, sur ce premier pick and roll. Donc en fait, finalement, il y a un peu ce côté où le big peut rester attaché à Jokic. Donc ça, c'est un peu utile. Et puis même, en fait, on a vu d'autres cas de figure. Alors, j'arriverai pas à retrouver l'extrait là. Je sais plus exactement comment ça s'est terminé. Mais il y avait des fois aussi où il restait à 2 pour contenir Jamal Murray, donc à 2 sur le pick and roll, en sortie du pick and roll. Il y avait un troisième homme qui faisait la rotation sur Jokic pour couvrir le pick and pop. Mais pourquoi est-ce qu'il le faisait aussi de manière assez à l'aise ? Parce que en fait, côté faible, c'était Westbrook. Donc il y a un peu un côté où tu t'en fiches d'abandonner ce mec-là côté faible, quoi. Enfin, voilà, encore une fois, en termes de shot quality, de tir à concéder, etc., c'est bien, quoi. Donc t'as pas peur de ce côté faible et du manque de shooter. Donc ouais, tu mets la pression sur Murray, tu compenses avec un troisième mec, et puis voilà, quoi. Mais bon, c'est un peu comme ça, quoi. Que dire de plus, l'énergie déployée par OKC en défense fait plaisir à voir et la défense gagne les titres, comme dirait Nico Harrison. Ouais, c'est un peu l'idée. Gros match défensif du Thunder même, et en même temps, c'est leur identité première. Par contre, je pense que Denver va s'ajuster assez vite à domicile, ils ont les armes pour faire beaucoup mieux. Oui, ils ont les armes, après... Il y a un aspect de comment est-ce qu'on structure un peu le terrain, qui on met dans quel spot, etc. Mais après, il y a aussi un aspect de au final... Enfin, tu vois, est-ce qu'il y a des shooters aussi, quoi ? Est-ce qu'on a assez de bons shooters côté Denver ? Tu regardes la rotation principale. Bon, en fait, qui c'est qui joue en sortie de banc ? C'est Westbrook, pas trop de shoot. Peyton Watson, pas trop de shoot. DeAndre Jordan, il a fait 2 minutes, le pauvre, mais il a mis le temps juste de mettre un loop et de se faire cibler 4 fois, et puis il est sorti, quoi. Mais du reste, il n'y a pas trop de shooters, quoi. Brown, c'est pas un top shooter non plus. Jamal Murray, s'il est on ball, il n'est pas un top shooter, et même lui a un peu de variance, quoi. Peut être un peu irrégulier. Gordon, pareil. Donc en fait, c'est qui les top shooters ? C'est Porter Junior. C'est Jokic lui-même, qui est peut-être le meilleur spacer de l'équipe avec Porter Junior, mais sauf que Jokic, c'est celui qui est censé avoir le balle, quoi. Donc il va pas être dans le spacing, on va dire. Et puis l'autre, c'est Strawther, mais Strawther joue pas trop pour l'instant sur la série, quoi. Il a fait quelques minutes au match 1, là il fait du garbage time, mais voilà. Les pourcentages à 3 points de Westbrook, simple surchauffe ou aussi symbole du changement de rôle et d'un travail au tir qui lui permet de s'améliorer même à un âge avancé. Je pense que le shoot vient avec l'âge, mais non, là on est petit échantillon, je pense qu'on est un peu sur une surchauffe, on va dire. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que Westbrook en fin de carrière shoot à 44% à 3 points sur des saisons entières, quoi. Donc voilà. Bref, donc voici un peu pour cet aspect-là de à quel point est-ce que tu as des bons shooters pour si vraiment OKC augmente un peu la pression défensive en mode on abandonne tout le monde, nous aussi, on met de la pression à maximum sur Jokic. Finalement, est-ce que comment ça peut passer, quoi, entre tout ça. Bref, donc ça c'est un peu le principal, ce qu'on pouvait dire. Bon, le fait est aussi qu'il y a une avance qui a été créée assez rapidement dans ce match, donc encore une fois, il n'y a pas eu non plus des tonnes de... Enfin voilà, ils sont partis à plus 20, plus 30, plus 40 assez rapidement, on a un peu laissé tomber. Donc c'est pas non plus un vrai match qui a été disputé jusqu'au bout, etc. Mais voilà, je trouve que isolation, création de Jokic a été pas folle, mais parce qu'en fait il a été doublé quasiment tout le temps, quoi, pour le coup. Donc voilà. Que dire de plus Non, je crois qu'on est à peu près pas mal. Non, ce que je trouve dommage, toujours pareil, j'en ai parlé dans ma preview, j'en ai parlé match 1, match 2 toujours pas, c'est pourquoi est-ce que ça ne va pas cibler un peu plus SGA. Ça c'est je trouve ça un peu dommage, notamment avec Jamal Murray, mais en fait surtout avec Jokic. Jokic qui fait venir en poseur d'écran, le mec qui est défendu par SGA, les fameux piquets dans l'inversé de Denver, ça serait cool d'avoir ça, quoi, pour le coup, et de un peu cibler SGA en tant que défenseur du poseur d'écran. Pour l'instant, c'est pas trop fait, et donc il est un peu tranquille, l'ami SGA, donc tant mieux. Et puis quoi dire aussi, la stratégie aussi, on peut le préciser, stratégie en termes de rotation de OKC, qui en vérité ils ont 2 bigs, et on a pas mal détaillé comment est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble pour défendre Gobert,
pardon, lapsus par rapport aux Wolves justement. Mais refaire un peu la technique des Wolves de défendre Jokic avec un face à Jokic et puis un autre en deuxième rideau, Hartenstein et Chet Holmgren. En l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas trop ça. On a surtout en fait des minutes qui sont un peu séparées pour la simple et bonne raison que en fait tu t'assures 48 minutes de défense de haut niveau tout le temps, quoi. Donc y compris contre la seconde unité de Denver. Donc ça aussi, point clé à chaque fois, pas top, hein, la seconde unité avec Jamal Murray, Westbrook, Aaron Gordon. D'ailleurs, on a eu moins de Jamal Murray que d'habitude sur cette seconde unité sans Jokic. Il est aussi un peu sorti pour avoir des minutes avec Jokic. Et donc, seconde unité, on a donné des ballons en post-up à Westbrook ou pas Michael Porter Jr., quand même, Aaron Gordon. Bon, ça n'a pas trop marché. Mais voilà, il y a un peu la stratégie de dire, en fait, on va s'assurer 48 minutes à plein temps de finalement une défense top avec soit Hartenstein, soit Chet Holmgren, quoi, pour le coup. Donc ça, c'est aussi intéressant, la manière dont on gère les minutes. Aussi pourquoi ? Parce qu'en fait, Chet est quand même capable, quand il n'y a pas Hartenstein, lui-même d'être en premier rideau. Ce dont certains pouvaient un peu douter par rapport au fait qu'il est fin, mais là encore on en a déjà parlé en début d'année, mais on a vu deux matchs en début d'année contre Denver. Hartenstein était encore blessé et en fait Chet avait tenu parfaitement en 1 contre 1 en match-up direct. Donc voilà, il a l'air plus fin et il est plus fin, mais il tient quand même. Donc ça permet un peu cette répartition des minutes un peu différente. Et puis de toute façon, quitte à faire une prise à 2 en vrai, et pas seulement juste les Wolves, en fait ils faisaient pas des prises à 2 l'an passé. Les Wolves, il y a un premier rideau 4, et derrière il y avait Gobert, mais Gobert était au cas où. Gobert était là juste pour la dissuasion, en mode vas-y, tu peux attaquer 4, mais contre Towns tu peux juste prendre un pull-up un peu loin, ou en tout cas tu pourras pas accéder au panier. C'est pas pareil ça, un mec qui rôde autour, plutôt que là carrément déclencher des prises à 2. Et donc là où c'est intéressant, c'est que en fait une prise à 2, c'est 2 joueurs qui vont sur Jokic, mais finalement que ce soit Hartenstein ou alors que ce soit un petit, ça change pas grand chose. Le fait qu'il y ait 2 joueurs sur Jokic, il va lâcher la balle. Donc au final, il y a un peu cet aspect de on peut se permettre ça parce qu'on fait des prises à 2 franches et pas juste on va zoner derrière. On fait des prises à 2 un peu agressives, un peu franches, et donc que ce soit Caruso, que ce soit Lou Dort, que ce soit des mecs comme ça, ça va largement en tant que deuxième défenseur. Si on faisait les schémas des Wolves et qu'il y avait Caruso sous le panier, il n'aurait pas peur. Jokic pourrait driver jusqu'au panier même s'il y a Caruso, donc c'est pas pareil. Là on est sur vraiment déclencher des prises à 2 un peu franches, donc ça peut se faire avec un gros en premier ado et des petits qui viennent gêner. Joli. Johnny, salut, fan des vidéos, merci à toi et bienvenue. En deuxième quart-temps, ils ont aussi mis autant de points que les Wolves en quatrième quart-temps. C'est pas bon signe ça, non. Pipa nous dit, pour battre les schémas de OKC, les Nuggets doivent peut-être augmenter leur volume à 3 points. Ouais, mais c'est pas dans leur nature, et c'est pas dans leur nature parce qu'ils n'ont pas des tonnes de shooters à haut volume. Ils n'ont pas des tonnes de shooters un peu naturels, donc c'est un peu lié, quoi, pour le coup. L'adresse est là, mais si le volume est faible, le Thunder fera avec. Exactement. Mais un peu, c'est la stratégie de beaucoup de monde aujourd'hui en NBA, de protéger le panier à tout prix, priver le ballon, la star du ballon à tout prix, donc un peu de dire abandonnons des mecs à 3 points et parions un peu sur ça, quoi. Beaucoup de monde le fait, Denver aussi le fait de l'autre côté du terrain face à SGA, donc voilà. Par contre, si le volume et l'adresse arrivent en même temps, Jokic pourra accéder au cercle. Oui, mais comme dit, c'est pas facile à faire, je pense. J'ai du mal à voir une équipe rivaliser avec OKC quand ils jouent comme ça. Oui, mais après, attention aussi à... je dis pas que tu le fais, mais c'est vrai que nous, collectivement, tous, on fait un peu de la surréaction. Parfois, on sort d'un match 1, qui en plus n'a pas été gagné de beaucoup, gagné pour un tir un peu improbable de Denver. On dit, waouh, Denver qui gagne OKC, toujours les mêmes problèmes, les problèmes d'habitude, etc. Donc surréaction un peu dans ce sens-là, l'expérience de playoff, c'est une équipe jeune, ils ont rien prouvé en playoff, ça manque de spacing, on le dit depuis 3 ans, etc. Voilà, un peu surréaction, en tout cas avis très tranché de ce point de vue-là, et puis de l'autre côté, 2 jours après, quand ça gagne contre Denver, on dit tous, ouais non mais ils sont injouables quand ils jouent comme ça, donc je pense que la vérité elle est un peu entre deux pour le coup, sans doute, quoi, donc c'est un peu comme ça. Ils ont quand même dominé le match 1 de mon point de vue. Dominé, je sais pas, mais oui, ils ont bien joué. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que, donc pas toi, mais il y avait plein de gens sur Twitter et partout, sur les médias, les podcasts, les vidéos, tout ce que américain, français, tout ce que tu veux, tout le monde était en mode, ok, ici encore le spacing, encore le problème du spacing, et c'est inquiétant. Bon, en fait non, comme tu dis, ils ont quand même bien joué aussi au match 1, et ils ont même failli le gagner malgré certains trucs étaient imparfaits. Mais bref, faisons d'ailleurs la transition vers l'autre côté, si vous voulez bien. Donc attaque OKC versus défense de Denver.
On l'a dit, premièrement, la clé c'est ça. Enfin, pardon. La différence c'est ça, c'est qu'ils ont mis leurs 3 points, 42% en 3 points. Donc ça c'est ce qui peut-être leur a permis au KC de s'échapper à plus 40 plutôt que plus 15, peut-être. Mais il n'y a pas que ça qui a changé. Il n'y a pas que ça qui a changé. On avait un peu décrit notamment qu'est-ce que faisait Denver face à OKC. C'était de faire des stunts. C'était donc de boucher l'espace le plus tôt possible en premier rideau pour empêcher... c'est ça, oui, non, c'est ça. Pour empêcher SGA d'aller au panier. L'idée c'est que Denver n'a pas un protecteur en deuxième rideau qui est de qualité, donc on va stopper le drive le plus tôt possible et on va quadriller le terrain. Souvenez-vous, c'était un peu quand SGA avait balle en main, on mettait des mecs en tête de raquette, Jamal Murray, Porter Junior, n'importe qui venait boucher en tête de raquette, ça faisait un espèce de mini mur en tête de raquette pour empêcher la balle d'aller plus loin que ça, et ça permettait de premièrement empêcher le drive, l'arme de SGA, ça permettait aussi également de repousser la balle vers le périmètre et vers les role-players. Donc la star n'a plus la balle, la star peut pas faire ses drives et en plus la balle basculait vers des role-players. Là, ce qui a été fait, au-delà des 3 points qui sont rentrés, c'est qu'en fait on a beaucoup mieux organisé l'attaque pour empêcher ces stunts. D'ailleurs la première action, vous en voyez une là, c'est-à-dire que on va essayer de mettre tout le monde un peu à plat. On avait décrit ça d'ailleurs, j'avais fait un décryptage vidéo si ça vous intéresse sur YouTube. Il y avait l'aspect de plein de trucs et astuces pour éviter les stunts finalement, éviter le bouchage de terrain en tête de raquette, mettre 4 mecs à plat ligne de fond, comme ça regardez, il n'y a personne sur l'aile droite, personne sur l'aile gauche non plus, donc personne peut venir aider. Et en effet, dans ce genre de situation, eh ben, il peut plus facilement aller un peu sur ses spots. Donc il va toujours pas jusqu'au panier pour l'instant, mais au moins il est un peu dans son fauteuil pour le pull-up. Donc ça c'est cool. Hop, autre aspect, la transition. Et ça c'est vrai qu'on l'a même pas explicité, mais regardez. Je vais aller voir la transition. Vu que Denver a fait beaucoup de pertes de balles, qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis que OKC se projette beaucoup en contre-attaque. Donc ça c'est cool. Et donc y compris notamment pour SGA, plus il va réussir à attaquer en transition ou en semi-transition, donc pas totalement de la contre-attaque, mais un peu avant que la défense se mette en place, plus ça va être bien. Et on a vu que même match 1, quand il attaquait un peu en semi-transition, finalement il y avait quand même pas mal de fois où il arrivait à aller sur ses spots à l'intérieur, parce que les stunts, le quadrillage n'avait pas le temps de se faire quoi. Donc voilà, c'est un peu un truc assez important également sur ce match là. Et puis l'autre aspect, c'est là encore, vous voyez, le 1 4 flat est très très clair, 1 tout en haut et 4, donc 4 attaquants en flat, à plat, ligne de fond comme ça, personne sur les ailes. Ouais, est-ce que je veux mettre en plein écran. Après c'est pour le robot YouTube aussi que je veux pas trop faire ça, mais voilà. On fait 1 en gros ici, et puis 4 lignes de fond, donc personne sur les ailes qui peut venir aider. Et donc, encore une fois, dans le fauteuil pour le pull-up. Et puis il n'y a pas que ça en fait, il y a aussi des... Alors c'est bizarre, j'arrive pas à les retrouver, mais il y a aussi ce qu'on appelle des side pick and roll qui ont été beaucoup utilisés, c'est-à-dire le fait de non pas le faire driver plein centre du terrain, mais de le faire partir sur le côté. Regardez, on en voit une ici, donc regardez ce que fait Hartenstein, le ballon est remonté par SGA sur l'aile gauche, et Hartenstein fait un écran non pas pour rentrer à l'intérieur plein centre, mais pour aller vers le côté. Et c'est important parce que le côté, il n'y a ni attaquant ni défenseur sur l'aile, et ni non plus dans le corner. Donc en fait ce side pick and roll, side c'est parce que je pars vers le côté plutôt que plein centre, il part vers la ligne de touche, le côté, et qu'est-ce qui se passe ? Hop, je vais quitter le plein écran. Il se passe que il n'y a pas de stunt non plus. Il n'y a personne dans la zone pour venir boucher l'espace et l'empêcher de progresser. Et donc il attaque, il va à pleine vitesse et il va à 2 mètres du panier. Le pull-up à 2 mètres, c'est son spot. Voilà. Donc là on a clairement aussi cette utilisation des side pick and roll qui permet totalement ça, qui permet un peu de libérer la zone du coin, la zone de la ligne de touche. Et en fait, s'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de défenseur non plus, donc il n'y a personne pour s'interposer et il n'y a personne pour faire des stunts. Donc voilà. Si je peux en retrouver un en deuxième mi-temps aussi pour en montrer d'autres, mais parce que ça a été pas mal utilisé, mais peut-être qu'il a réussi à obtenir des lancers francs, donc on les aura pas dans les tirs. Non, c'est pas là. Où est-ce que ça peut être ? Voilà, c'est ici, je crois. Je crois que c'est ici. Voilà, il attaque sur le côté. Et vous voyez que quand il attaque sur le côté, bon là c'est en transition aussi, mais quand il attaque sur le côté, il y a personne qui peut venir le gêner en premier rideau, et donc il arrive à pénétrer plutôt loin. Hop, fauteuil, pull-up, ici même. Et là pareil, sur le côté, le pull-up. Bref, voici un peu l'idée quoi. Voici un peu l'idée. Donc c'est pour ça que je dis, il y a un aspect où il n'y a pas que le shot making à 3 points. Je trouve que tactiquement il y a quand même eu des très très bons trucs qui ont été faits, qui ont été mieux faits aussi. Alors attendez, il faut que je fasse venir Baptiste. Hop, il faut que je lui envoie un lien.
et puis après on pourra continuer. Mais voilà, je trouve que tactiquement ça a été mieux fait. Il y a eu aussi un dilemme par rapport au pick and roll. On essaie d'impliquer Jokic le plus possible, et au final on a aussi l'aspect de qu'est-ce qu'on fait face à SGA. Il y a une possession où par exemple Jokic commence à rester en drop. En drop, ça veut dire que SGA pouvait sortir de l'écran, il y avait de l'espace, et donc aller dans la raquette. Ok. La possession d'après, au final, Jokic fait un edge, donc il monte un peu plus haut pour contenir SGA, mais sauf que le poseur d'écran, c'est notre ami Hartenstein, donc SGA qui libère la passe par-dessus le 2 contre 1, et Hartenstein ensuite qui fait l'extra passe, quoi. Donc il y a aussi cette question du pick and roll, peut-être qui ça vaudrait le coup d'être un peu plus utilisé, je trouve, parce que pour le coup ça n'a pas été fait tant que ça match 1, et si vraiment Denver quadrille le terrain sur les isolations, sur les drives un peu de SGA, il y aurait peut-être moyen d'insister plus sur le pick and roll, le jeu à 2, et poser des dilemmes aussi de ce côté-là, quoi, pour le coup. Même si, encore une fois, ils peuvent le faire, mais c'est pas non plus leur arme principale d'habitude, le pick and roll, mais pourquoi pas. Alors, est-ce que Baptiste a eu le lien ou pas? On va voir s'il va nous rejoindre. Hop, on l'attend. Bref. Donc voilà, je trouve que SGA a été un peu plus débloqué pour le coup. Je trouve aussi que, je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure, non, dans le chat, c'est El Armeg qui dit J-Dub qui drive jusqu'au panier en prenant le contact, on aime. Exactement, c'était aussi un autre point clé du match, c'est que Jalen Williams a été meilleur, je trouve. Williams qui avait subi un peu défensivement, il devait affronter des mecs qui restaient bas sur les écrans, notamment Jokic sur des drops. L'accès au panier a été beaucoup mieux fait sur ce match 2, et même il a été meilleur, je trouve, avec là encore l'aspect de agressivité sur les drives, mais aussi parfois des cuts, et puis juste le simple fait d'attaquer un peu tôt, quoi, de ne pas attendre que la défense se mette en place, et notamment voilà, le pull-up à 3 points aussi qui débloque pas mal de choses, mais je crois qu'il a des lancers francs aussi dans l'affaire. Voilà, la possession où vous voyez que ça permet d'accélérer en transition, ça permet d'attaquer et d'aller jusqu'au panier avant que la défense se mette en place. Donc ça, c'est cool aussi. Ah, Baptiste est là, non? Est-ce que tu nous entends, Baptiste? Je suis là et je vous entends. Je t'entends, Guillaume. Je t'entends. Est-ce qu'on entend Baptiste dans le chat? Ou est-ce que OBS fait pas des siennes? Est-ce que c'est bon? Dites tout si. Ouais, salut Baptiste. Bon bah super, on t'entend. Bon, comment ça va, Baptiste? Bah écoute, comment tu veux que ça aille mal? Après ce match complètement fou, quoi. Knicks Boston, hein, tu parles pas ici Denver, évidemment. Bref, alors attends, je finis juste celui-là, et après comme ça on passe à Knicks Boston. D'ailleurs tu peux rajouter des trucs, hein. Tu l'as vu ou pas d'ailleurs Et non. J'ai pas vu. Non, j'étais sous le choc Knicks Celtics, et puis après j'ai vu le score, donc je me suis dit bon, est-ce que je le regarderai peut-être ce soir, mais bon, voilà, pas sûr. Bah, tu peux regarder un quart-temps et t'auras compris ce qui se passe, quoi. Ouais. Non, mais alors il y a aussi un autre aspect important au-delà du shotmaking à 3 points. Au-delà de l'attaque qui a été mieux organisée aussi pour SGA et pour OKC. Dernier point, c'est ça. Regardez, c'est le 45% de rebonds offensifs qui a un double aspect. Alors, l'autre côté aussi, ils sont élites au niveau des turnovers, mais ça c'est normal, hein. Ça, c'est l'identité d'OKC, ils sont premiers de NBA au niveau de la propreté, au niveau des pertes de balles. Donc ça, on n'est pas surpris d'avoir le fait qu'ils aient perdu très peu de ballons. En plus, ils font affaire à une défense qui n'est pas bonne du tout pour créer des turnovers, donc encore mieux. Mais non, les rebonds offensifs. Ça a été le point central je trouve, de ce match-là, parce que premièrement, ça donne des secondes opportunités, donc évidemment des points en plus, et puis même, surtout, ça permet clairement d'empêcher l'attaque de Denver de se projeter en contre-attaque. Donc en fait, ça fait une pierre deux coups. Et alors qu'en fait, on dit souvent l'inverse. Tu sais, Baptiste, on dit non, mais il faut pas attaquer le rebond, parce que si tu attaques le rebond, tu pars pas au repli, et donc tu vas te faire punir. Et donc regardez, en fait, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Et c'est ce qu'on dit depuis des mois et depuis des années. En fait, non, c'est contre-intuitif, mais il y a un effet inverse de quand tu attaques le rebond offensif, bah finalement, il y a un effet où l'attaque ne se projette pas et se dit ah non, on peut pas se projeter, il faut qu'on protège le rebond. Et oui, c'est ça, qu'on protège le rebond. Et donc, bah, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Conséquence, on a aussi très très peu de transition en fréquence et en efficacité pour Denver sur ce match-là. Donc, encore une fois, des points en moins pour Denver parce que ils n'ont pas pu se projeter aussi facilement, et aussi parce que au final, quand OKC capte autant de rebonds, et quasiment une fois sur deux ils ont eu le rebond offensif, en fait mécaniquement il y a moins de ballons pour envoyer des mecs en contre-attaque,
Parce que si c'est pas toi qui as la balle, mais c'est OKC, bah, tu peux pas lancer. T'as pas un Jokic qui peut balancer devant pour Jamal Murray, pour Peyton Watson, etc. quoi. Donc c'est aussi un aspect clé, et c'est vraiment, je pense, une carte un peu stratégique qui a été jouée là-dessus, qui permet donc de limiter la contre-attaque et des points faciles pour Denver, premièrement, mais qui en plus est un vrai coup tactique, parce que c'est pas l'identité du tout d'OKC. Donc voilà, vraiment, ce sera à suivre. Est-ce qu'ils vont arriver à refaire pareil? Comment ils l'ont fait? C'est pas avec un mec qui a été responsable de tout, hein. C'est vraiment, on envoie plusieurs vagues de joueurs au rebond offensif, donc il y a vraiment une notion de schéma collectif, quoi, de consigne. Et donc ça a marché parce que au-delà de la bonne défense, au-delà de l'efficacité en attaque d'OKC, il y a aussi ce truc de quand tu es à ce point dominant au rebond offensif, tu as pu neutraliser la contre-attaque de Denver, sur lequel ils sont élites, et sur lequel d'ailleurs en match 1 ils avaient fait mal, hein. Je crois que j'ai montré tout à l'heure, mais là ils sont nullissimes sur ce match 2, pas de points faciles en transition, alors que si on va chercher le match 1, regardez, hop, ils étaient élites en contre-attaque. Et donc, Mark Daniel, plutôt pour freiner ça, il a pas dit non, les mecs, il faut mettre plus d'intensité, il faut revenir plus vite et tout, il faut être des bonhommes. Il a pas dit ça, c'est pas ça la consigne, hein, Baptiste. Il a dit on va au rebond, et ça a marché. Bref, voilà. Ils ont réussi à faire tilter Jokic, il n'arrivait pas à post-up, exactement, mais c'est avec les prises à deux et tout le reste. Ouais. Il a voulu se battre avec tout le monde, effectivement. Bref, voici pour ce match-là, voici pour ce OKC Denver, assez fascinant, entre ce duel stylistique où match 1 c'est Denver qui impose son style, et match 2 c'est OKC qui l'impose à son tour. J'ai hâte d'être au match 3, et heureusement pour Denver qu'ils ont gagné le match 1, ça nous fait un partout plus agréable pour le spectacle. Bref, Baptiste, est-ce que tu as bu ou pas, ou t'as pas eu besoin? C'est l'ivresse de la victoire. L'ivresse de la victoire, exactement, exactement, je suis déjà ivre de bonheur. Alors, on est parti, Boston contre les Knicks, et on a eu un deuxième effondrement de Boston. Pas que quatrième quart-temps, même en fin de match, hein, même plus précisément. Donc 90 pour Boston, 91 pour les Knicks. Victoire des Knicks au match 2, deuxième upset, deuxième comeback. Et les Knicks qui sont censés être moins forts que tout le monde. Enfin, en tout cas, moi j'avais dit ils étaient moins forts. Il n'y a pas match. Ils mènent 2-0 avec 2 victoires à l'extérieur. Le pronostiqueur fou a encore frappé. Non, mais au-delà de la blague, des pronostics, on s'en fout. Mais on est quand même un peu surpris, je pense, de ça. Personne ne voyait cette équipe aussi forte, mais en même temps, est-ce que vraiment ils sont forts, ou est-ce que c'est juste qu'ils ont mieux géré des fins de match, Baptiste? Bah, moi je pense qu'il y avait un peu ce tu vois, en preview, le côté où je pense que l'attaque de New York face à la défense de Boston, on savait à peu près ce qui allait se passer. Et les seuls scénarios où je voyais New York gagner, c'était en gros des matchs, pardon. Des matchs où Boston shoot mal, quoi. Et t'arrives dans le clutch un peu serré, et là, bon, voilà, c'est un peu pile ou face. Bon, bah là, ça a été 2 fois pile pour les Knicks, donc c'est ce qui s'est passé. Ça fait 2-0, mais bon, je pense que, tu vois, si le premier truc à dire, je pense, c'est quand même que Boston retire à 25%, quoi. Oui, effectivement, je pense qu'il faut un peu commencer par ça, niveau stade. Donc, stade général, vous voyez, 2 perfs donc sur Cling the Glass, hein, le site des stats, on voit un peu le bleu, c'est pas bon, et orange, c'est très bon. Voilà, il y a un code de couleur. Tu vois qu'il y a beaucoup de bleu, hein, Baptiste, partout. Match défensif, hein, 97 points par 100 possession pour les Knicks, 95 pour Boston. C'est tout bleu, c'est des perfs qui 6e centile et 5e centile, à pas de mieux que 6% et 5% de tous les autres matchs NBA cette saison. Voilà, en plus, les deux ont perdu beaucoup de ballons sur ce match-là. C'est un peu notable, hein. Les deux sont quasiment à 17-18% de turnover. Les deux n'ont pas mis leur tir. Voilà, on continue un peu les four factors stats, hein. Ils n'ont pas mis leur tir, ils ont perdu de ballons. Boston a eu des rebonds offensifs. C'est vrai, c'est le seul truc un peu bien là-dessus. Mais les Knicks, non. Et aucun n'est allé vraiment chercher des lancers francs. D'ailleurs, aucun n'est vraiment allé non plus au panier. En fait, on a vraiment affaire à une série défensive où voilà, les Knicks, même s'ils ont 4, pardon, ils ont aussi Josh Hart, et donc ça permet de mettre Porzingis, Luke Cornett aussi, qui a été génial défensivement sur ce match-là, en défense, en libéraux défensif. Et donc bref, la défense est géniale, la défense du panier est géniale. Et puis non, comme tu dis, il y a aussi l'aspect que pour l'instant l'efficacité à 3 points est un peu un domaine clé, puisque Boston perd de match, et Boston shoot encore une fois cette fois-ci à 25% à 3 points. Et je sais pas ce que t'en penses, mais autant le premier match,
moi j'avais un peu, enfin oui, il y avait un côté sous-chauffe à 3 points de Boston qui était là, mais moi je disais aussi que bon, il y a aussi une partie de sélection de tir qui était pas bonne. Donc forcément, quand tu prends autant de pull-up à 3 points sur de l'isolation où c'est pas des bons tirs, ça aide aussi à ce que l'efficacité soit pas là. Là, je trouve qu'au match 2, c'était un peu mieux quand même au niveau sélection de tir, et j'ai l'impression qu'il y a plus de tirs ouverts qui sont juste pas rentrés, quoi. Ouais, bah je crois que la stat était sortie sur le match 1, en fait, en proportion sur les tirs à 3 points, Boston n'avait jamais pris autant de pull-up sur l'ensemble de la saison. Ouais. Et ouais, c'est le, enfin, en gros, le rapport pull-up sur catch and shoot, il avait jamais été aussi élevé. Ouais. Et je trouve ça retranscrivait bien le côté où New York était arrivé avec son switch all. Et ça les avait un peu surpris, je pense, et ils ont joué de l'ISO, beaucoup d'ISO comme ça, mais ils n'ont pas tant trouvé de catch and shoot comme par exemple ce qu'on avait vu en finale aussi. Et là sur le match 2, ouais, je suis d'accord que il y a aussi toujours des pull-ups où on se dit oh là là, qu'est-ce qui se passe, surtout sur peut-être un peu la fin de match, mais aussi sur la fin de match. C'est là où c'est le plus visible dans le 4e quart-temps, quand Boston met plus que, je crois, ils ont mis 6 points en 8 minutes. Sur les 8 dernières minutes, il y a un nombre de tirs ouverts qui est assez fou. Il y a un peu de transition et il y en a 2-3 où c'est bien joué. Il y en a un où ils attaquent le edge de Brunson, mais en fait, c'est super bien fait parce que c'est Jaylen Brown qui est défendu par Tatum, je crois, Towns, pardon. Ouais. Et du coup, ils font un peu naviguer l'écran à Towns. Et donc, Brunson, il fait son edge. Mais ça sert à rien parce que Towns, il est bloqué dans l'écran et c'est un 3 points grand ouvert. Et ils le mettent pas. Et ouais, il y a deux, trois choses comme ça où c'est mieux, c'est des meilleurs tirs. Mais ça a permis à New York aussi de revenir quoi sur la toute fin, un peu de nulle part. Et bon, c'est peut-être l'autre côté aussi, mais tu vois, je trouve sur la toute fin, New York avec ses 2 bigs a un peu plus dominé au rebond offensif, et c'est ça qui leur a ouvert des meilleurs tirs. Je crois qu'il y a un 3 de Brunson qui vient comme ça parce que les 2 bigs en fait ils bloquent le rebond et du coup il y a plus que Josh Hart. Mais globalement quand même Boston un peu mieux. Un peu mieux, mais pas non plus génialissime. Bah après, un peu, moi je pense qu'il y a un peu la théorie du ketchup, hein, on en a parlé en DM, mais tu sais, un peu le côté pour les attaquants d'habitude, les attaquants qui passent beaucoup de matchs sans marquer. Au bout d'un moment, il y a un match où ça y est, il marque enfin, après 10 matchs sans marquer, ça marque, et puis tu sais pas pourquoi, hein, la loi des séries, les probas, etc. Et puis d'un coup, le mec il n'arrive pas à marquer pendant 10 matchs, et après il va te mettre 8 buts en 5 matchs, quoi. Une fois que ça sort, quoi. Le ketchup, tu sais, où tu tapes au fond de la bouteille, ça vient pas, et d'un coup, mince, il y a un truc qui sort, quoi. Et je pense que voilà, on peut commencer quand même par ça, pour dire, il n'y a pas que des pull-ups nuls comme au match 1, mais même au match 1, enfin match 1 et 2, c'est un peu une anomalie statistique, hein, de voir Boston à 25% à 3 points sur les 2 matchs, assez clairement. Donc je pense qu'il faut aussi s'attendre que sur le reste de la série, on est Boston qui shoot mieux. On est Boston qui shoot mieux, voire même un match ils vont shooter à 55% à 3 points et il va y avoir plus 30 à la mi-temps ou un truc comme ça. Mais voilà, certains diront c'est un peu aussi le problème de tout miser sur le 3 points et de pas aller au panier, c'est que bah ouais, quand le tir est pas là, le tir est pas là. Et c'est vrai en partie, mais en même temps, premièrement, c'est que des bons shooters. Donc on parle pas non plus de non-shooters ou de mecs pas top. Non, ils ont quand même un shooting d'élite. Et puis en fait, oui, si tu vas pas au panier, tu manques des tirs à 3 points. Oui, mais parfois, tu peux aussi juste aller au panier et manquer des tirs au panier, quoi. Tu vois. Je sais plus quel match c'était là. Ça doit être hier. Il y avait quoi comme match hier? Ah ben les Wolves, les Wolves qui sont allés au panier souvent et ils loupaient des lay-ups. Ils ont loupé 10 lay-ups faciles. Et non, mais il y a un peu ce truc, hein, comme d'habitude, où le 3 points, comme c'est un 3 points, comme c'est singularisé par rapport au reste des tirs, parfois on lui fait dire des choses ou des trucs et d'autres. Mais voilà, pareil, hein, tu peux aller au panier et aussi les louper, les lay-ups. Et donc les 3 points, d'ailleurs, Tatum en loupe quelques-uns, des tirs au panier où tu te dis, bon, ça aurait pu tomber dedans, quoi. Ouais, mais tu vois, dans la conscience collective, dans le consensus collectif et tout, c'est acceptable, c'est organique dans le jeu de louper un lay-up, alors que le 3 points, on dit, il y a ce truc de la nouveauté, du truc différent de t'aurais pas dit pour un 3 points, t'as vu, tu l'as manqué. Bon, ouais. Tu vois, heureusement ça a évolué en NBA, hein, mais je pense que le public, on est un peu en retard par rapport à ça, par rapport à ce qu'il fait au sein de la ligue, mais bref, pourquoi je parle de ça, c'est que oui, je pense qu'on peut s'attendre à mieux, on peut s'attendre à beaucoup mieux en termes de shot making, et même le truc dommage par contre, c'est que c'était 2 matchs qu'ils auraient pu gagner, et que malheureusement
malheureusement ils sont à 2-0 quoi. Tu vois, ça aurait été bien d'être eux-mêmes à 2-0. Ils auraient pu être à 2-0 ou à 1 partout. Et là le côté sous-chauffe, tu te dis bon, c'est embêtant, mais ça va revenir, on est qu'à 1 partout, ça va revenir, Ouais. on va monter à 3-1 une fois que ou à 4-1, on va gagner quand le tir à 3 points va revenir. Là oui, là tu peux te dire bon, non mais vous inquiétez pas, ça va revenir le 3 points, mais sauf que t'es déjà à 2-0 quoi. Donc plus ça avance, plus la marge d'erreur elle est petite quoi. Même si le 3 points revient, théorie du catch-up. Ouais, c'est clair. C'est clair que tu commences un peu à jouer avec le feu, quoi. Mais malgré tout, tu vois, je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé aussi, tu vois, dans le play call, c'était un peu mieux Boston. En troisième carton, ils ont appelé pas mal de Spain pick and roll Ouais. parce que Towns a fait un peu plus de drop sur ce match, etc. Oui, parce qu'en Et fait, on switch première mi-temps, on fait un switch all et en fait, il a changé en deuxième mi-temps. On est repassé sur des couvertures plus traditionnelles. Donc du coup, on a déroulé Spain pick and roll, tout, comme tu dis, un peu les systèmes anti-couverture traditionnelle, quoi. ouais, c'est ça. Je pense que ce à quoi Boston, en soi, je pense que Boston s'attendait à avoir ça dès le début et il y a eu un peu ce côté effet surprise de Thibodeau de dire bon bah Ouais. en soi autant jouer notre fou dès le début quoi. Et Donc pourquoi ils ont changé, tu penses, à la mi-temps? Pourquoi est-ce qu'il a changé et il est pas resté en switch all? Parce que tu vois, moi je trouve que c'est Brunson qui prenait cher, mais 4 sur les switch all, ouais. je trouve que ça allait en fait, globalement. Bah carrément, J'ai pas carrément. compris ce changement à la mi-temps en fait. Après il y a déjà 2-3 séquences en fin de deuxième mi-temps où Towns est un peu fait du drop etc. Mais tu vois, au final, sur les 2 dernières minutes, en gros, une fois après la possession où Brown cible Towns et Bronson et qu'il a un tir ouvert, après il repasse en switch. À la fin de match, ouais, money time. Ouais, sur le Money Time, les Knicks. Et pour le coup, moi j'aime vraiment. Je pensais pas que Thibodeau le ferait et je suis agréablement surpris parce que en fait Towns, tu vois, sur un switch, il se retrouve pas face à Darius Garland ou Donovan Mitchell. En soi, Tatum, c'est pas le pire. C'est pas génial, mais c'est pas le pire. Il tient plutôt pas mal. Et surtout, je trouve, on les. Alors, ça vraiment, je trouve qu'il y a un step-up assez incroyable. Mais sur comment il protège le switch avec Mika, Logi et Josh Hart qui sont vraiment assez impressionnants pour se mettre sur les lignes de drive, quoi. Se mettre sur les lignes de drive et revenir en position. Et tu vois, l'interception de Michael Bridges à la fin, alors, il y a d'abord un switch de Towns. Towns, il oriente vers Josh Hart, vers l'intérieur du terrain. Mais Brown, il crosse pour repartir de l'autre côté et il y a un bon stunt de Mikal qui fait en sorte que Jalen Brown et non, Jason Tatum, pardon, c'est Tatum depuis le début, qui est obligé d'arrêter son dribble, quoi. C'est assez cool, quoi. C'est assez sur le match 1, pardon, la fin du match 1. Mais D'accord, ok. excuse-moi, ouais. Non, parce qu'il y a aussi une interception clutch la match 2, donc je pensais que tu parlais de celle-là. Oui, bah, mais celle-là, mais qui est pareil, celle-là aussi. là on voit le switch all de Robinson. Ouais. Ici alors que c'était pas le cas en match 1 de faire un switch all avec Robinson. C'est clair. Et après, il y a Oji Anunoby qui le reprend en direct et Mikal qui vient dans l'angle mort. Mais ouais, non, franchement, ok, c'est vrai qu'il y a les tirs qui rentrent pas, mais je trouve que schématiquement, New York est surprenamment pas si mauvais, quoi. En défense, tu veux dire? Oui. Ouais. Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, meilleur match de Mitchell Robinson pour le coup. Mais non, mais après, ce qui fait plaisir aussi, c'est que tu vois, il y a des séries où moi je me plains que les maillons faibles sont pas assez ciblés. Les Rockets n'ont pas ciblé Curry, quasiment pas, c'est un peu dommage. Là actuellement, pareil pour les Wolves, ils n'ont pas ciblé du tout Buddy, ils l'ont laissé faire, ils l'ont laissé jouer 40 minutes plutôt que l'attaquer frontalement, j'ai pas compris. Ou des trucs comme ça. Là, le plan de jeu de Mazzulla, c'est clair et c'est littéralement à chaque possession, on attaque soit Towns, soit Brunson. Et ça marche plutôt pas mal pour le coup. Je trouve que, tu vois, même Jalen Brown fait pas une mauvaise série pour l'instant. Alors, parfois il y a des mauvais tirs, mais
globalement, je trouve que c'est pas mal du tout sur ce côté aller provoquer les switches ou pas d'ailleurs. Côté Knicks, on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Parfois on fait un switch, parfois on fait un edge and recover donc il y a un peu ce jeu-là entre qu'est-ce qu'on fait avec Brunson, quoi. Mais non, voilà, le plan de jeu est clair et c'est quand même bien de voir qu'on insiste là-dessus parce qu'on est en playoff, quoi. Et en playoff, tu es un peu obligé de soit punir un maillon faible, soit punir aussi la star en face. Donc quand c'est les deux en même temps, c'est très cool. Mais globalement, il y a peut-être aussi l'aspect de, tiens, on en voit un là, j'allais en parler, l'aspect de, ok, il obtient le switch, mais parfois c'est vrai que de prendre un long 2 points contesté là par Brunson et qu'il y a 4 mecs autour, il y a des fois il n'y a pas une très bonne création de jeu, donc c'est un peu statique, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autres opportunités et il n'y a pas de catch and shoot, il n'y a pas de cut, donc c'est un peu l'aspect qui tout double, et du coup l'aspect un peu de variance parfois de Boston de ce truc là, quoi. On va cibler un mismatch, on va l'attaquer, et parfois il n'y a pas trop de jeu autour, il n'y a pas trop de mouvement, parfois ça rentre, on dit rien, hein. Quand Porzingis il fait un 8/8 en finale NBA contre des switches, personne dit rien, même tout le monde dit waouh, c'est génial. Mais quand ça rentre pas, on dit non, mais l'attaque elle peut pas fonctionner comme ça. Mais en fait je pense que c'est juste, ça fait partie un peu de la variance un peu de cette attaque de Boston quand elle décide de jouer comme ça. Mais comme tu dis, elle a pas fait que jouer comme ça, ce qui était bien aussi, c'était qu'on a un peu varié, donc ouais, c'était cool. Et puis que dire de plus de ce côté-là du terrain, attaque de Boston, ouais, j'avais trouvé aussi que sur leur run qu'ils font dans le troisième quart-temps, moi je me suis noté, mais au final, tu vois, sur les Spain pick and roll, etc., ils ciblent vachement Bronson en off-ball, en low man. Ouais. Et au final, je trouve que c'est le meilleur. Enfin, c'est le meilleur. C'est limite mieux que de le cibler on-ball, parce que on-ball, comme dit, il est pas mal protégé, etc. Alors que tu vois, il y a, je crois, le dunk de Cornet. Bah oui, en fait, juste on met Pritchard dans le corner pour le cibler. Et c'est peut-être un truc à faire encore plus et à faire dès le début du match plutôt que d'être un peu moins frontal, quoi. Disons que quand il est en premier rideau, il se fait cibler on-ball, tu peux toujours te dire qu'il y aura une aide derrière en deuxième rideau. Alors que quand c'est lui le deuxième rideau, il peut pas protéger le décalage qui a été créé dans le périmètre, quoi. Donc c'est peut-être encore mieux, effectivement, on le voit à l'écran là. Il fait exprès de se placer dans le corner. Mais voilà, non, mais c'est l'attaque très bien structurée de Mazzulla par rapport à ça, hein. Cibler un tel, comment est-ce qu'on place le big sur l'aile plutôt que dans le corner ou dans le dunker spot on met les petits, etc. Mais ouais, c'est un peu dommage. Est-ce que tu penses qu'il y a un effet choke? Tu penses que la pression était trop grande? Comment tu expliques mentalement cette défaite, Baptiste? Tu penses qu'ils ont trop regardé les highlights de James Harden, ou est-ce que ça explique ça? Ouais, non, mais clairement, ils ont pas les épaules. Ils pourront pas aller au bout. Cette équipe, elle peut pas aller au bout, Boston, je pense. De toute façon, on peut pas gagner le titre en prenant autant de 3 points. Ça, c'est évident. Ça confirme un peu ça. Non, mais moi, en plus, il y a un tir là qui, à mon avis, peut les hanter. C'est là sur le tir de 3 points dans le corner de Tatum qui est ouvert. On est à 86-79. Donc il y a quand même encore un petit coussin d'air. 86-79 avec 3 minutes à jouer dans le match, quatrième quart-temps. Il est totalement ouvert, parce que transition, les mecs n'ont pas pu revenir à temps, les Knicks, donc il est totalement ouvert en transition. 3 points ouverts, il peut tuer le match là et repasser à plus 10 et il le loupe. Et je parle de lui, mais en fait, il y en a eu plein, hein, comme ça dans le quatrième quart-temps. Mais celui-là m'a vachement marqué, moi, pour le coup. Ce tir banqué, il y en a aussi un autre de Derrick White, là, hop, où Tatum va cibler Brunson, et donc l'aide vient là. Josh Hart dézone pour venir se mettre autour de Tatum. Donc, kick-out très simple à Derrick White, qui est en position de prendre un 3 points dans le flow du jeu ouvert. C'est juste qu'il le loupe, quoi. Et juste, entre guillemets, juste, quoi. Mais ouais, est-ce que t'es inquiet pour le reste de la série ou pas? On est peut-être inquiet parce qu'il y a déjà 2-0, donc la marge d'erreur est fine. Mais on s'attend quand même à ce que les Knicks ne scorent pas forcément des tonnes plus de points, mais par contre Boston peut largement marquer plus que ça. Ouais, c'est ça. Du coup, moi je suis inquiet pour New York, mais je pense que, je trouve que Boston a quand même pas si mal joué sur ce match 2, et tu vois un peu que moi je pense que ça va revenir. Et le problème, du coup, c'est aussi à quel point de l'autre côté New York peut pas vraiment faire mieux. Alors moi je pense qu'ils peuvent vraiment faire mieux. Parle de l'attaque de New York, hein, si tu veux. Ouais, pour le coup, moi j'aime pas trop, j'ai pas ultra aimé le match. Évidemment, il y a le gros truc, le truc principal, c'est Josh Hart sur demi-terrain de Cornet, Porzingis,
immédiatement en roamer. Il y a beaucoup de drives de Brunson où il peut même pas aller jusqu'au panier. Il y a plein d'actions qui, en fait, ça prend même pas un tir. Ça se reset parce que Brunson, il arrive dans l'espace là où il y a tout le monde, quoi. Alors après, il y a quelques petits trucs qui sont bien, c'est-à-dire que le post-up de Towns a un peu posé problème, dans le sens où il a mis 2 and 1, je crois, sur Horford. Alors après, ils essaient de changer les match-ups. Mais au final, je trouve que ce qu'a fait Boston, c'est juste qu'encore une fois, ils ont doublé sur Towns depuis Josh Hart, même s'il était complètement à l'opposé. Alors ce qu'a essayé de faire New York, c'est que ce soit Josh Hart qui fasse l'entry pass. Mais même là, tu vois, je trouve que en fait, c'est pas grave, on laisse le tir à Josh Hart et on vient doubler, même si c'est à une passe près. Mais ouais, j'ai trouvé que, tu vois, même les actions en delay, on en avait eu 2 ou 3 au match 1, on n'en a plus vraiment eu. Et, c'est un peu dommage, ça, d'ailleurs. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est un système à la toute fin de utiliser, et ça peut être une idée pour moi pour la suite, c'est utiliser Brunson off-ball, un peu sur des sorties d'écran, et je crois que c'est Josh Hart qui glisse l'écran, et après, y a, du coup, ça attire l'aide et ça libère Towns au rebond, mais utiliser vraiment peut-être Brunson off-ball pour créer des décalages, plutôt que on-ball sur le pick and roll, où il va faire, concrètement, je trouve qu'il va faire face à un mur, quoi. C'est un peu l'idée de l'utiliser pour son spacing, quoi, pour le coup. Là on voit, c'est ça le système de fin de match, c'est un exit screen, donc la balle, Mikal Bridges qui donne à Newbie sur l'autre aile, et en fait on a un écran pour le corner, pour libérer un tir dans le corner de Josh Hart pour Brunson. D'ailleurs la lecture, il aurait pu très bien aussi faire une passe par-dessus à Josh Hart qui était libre. D'ailleurs, il le fait, voilà. Mais, et après, rebond de Towns. Mais il y a un peu cette idée, je pense, c'est pour ça qu'ils ont donné autant le ballon à Mikal Bridges en fin de match. C'est que déjà, il était en meilleure forme qu'au match 1. Il était un peu plus en réussite. Mais en plus, c'est à ce côté aussi où c'est cool d'avoir un autre qui porte la balle. Comme ça, Brunson, qui est un de nos seuls vrais top shooters, il peut être un peu respecté à 3 points, prendre des catch and shoot, ou même être une menace en sortie d'écran, quoi. Donc ouais, ça, c'était assez cool. Mais bon, après, je trouvais que, tu vois, ils ont fait un moins bon job qu'au match 1 pour cibler les drops. Pour cibler, ils n'ont pas autant impliqué qu'ils l'ont fait au match 1. Luke Cornet sur le ballon, donc Cornet a pu être un peu en deuxième rideau. Ils n'ont pas autant impliqué. D'ailleurs, Porzingis, c'est quoi la situation là, Porzingis, c'est un peu bizarre son temps de jeu et tout ça, là, son statut. Parce que j'ai vu à Horford titulaire 29 minutes. Et au bout d'un moment, je vois rentrer Porzingis, il a joué 13 minutes. Je me dis, je crois qu'il a été blessé, quoi, tu vois, vu que Horford était titulaire. Mais bon, bref, un peu bizarre. Et donc, Porzingis a été le 3e big derrière Horford et Luke Cornet. Il doit être peut-être encore un peu malade, je ne sais pas. Son truc un peu viral bizarre là, qui traîne depuis quelques mois. Mais ouais, je trouve qu'il y a un moins bon job qui a été fait qu'au match 1 pour le plan anti-roamer, quoi. Le plan Josh Hart, tu poses l'écran et ça permet d'impliquer sur le ballon et sur les écrans Porzingis, Luke Cornet. Et à noter aussi, je sais pas ce que tu t'en as trouvé, mais t'en as pensé, pardon. Mais Horford a beaucoup moins switché sur Brunson. Il y a un peu ce côté où on défendait plus traditionnellement pour finalement pas donner un mismatch. Mais Josh Hart aussi a été moins fabuleux qu'au match 1 où il arrivait à, malgré le fait d'avoir Porzingis sur lui, à glisser au panier, faire des cuts, etc. Je trouvais que là-dessus il a été moins bon sur le côté poseur d'écran, mais il s'est rattrapé sur d'autres éléments. On le voit là, il fait 9 sur 15, 23 points sur le match, et puis toujours son activité, etc. Et même Robinson a été pas mal, hein, Mitchell Robinson, je trouve. Malgré le airball, j'ai vu que ça a tourné, mais... Après, il est vraiment moche, le lancer franc, pour le coup. Mais ouais, alors j'ai pas tout entendu, j'ai eu un petit problème, ça m'a déconnecté. Non, je dis, ils ont été moins. Le pick and roll a été moins intéressant de cibler Porzingis en drop, cibler Cornet en drop, etc. Je trouve que ça a été moins bien fait, ou Boston s'en dépatouillait mieux aussi, hein, pour le coup. Ouais, clairement, j'ai trouvé, tu vois, que on n'a pas hésité à faire un drop peut-être un peu plus agressif aussi sur Brunson, et quitte à laisser un peu plus de liberté à Josh Hart aussi. Et globalement, enfin, c'était prévisible, mais Josh Hart sur demi-terrain, ça te pose quand même pas mal de problèmes et de questions, quoi. Mais ce qui est intéressant, je trouve, quand même, du côté des Knicks, c'est que je trouve, par rapport à Détroit, enfin,
pas tous les matchs, il y a des matchs où c'était intéressant à Détroit, mais il y a vraiment la volonté d'impliquer Josh Hart on-ball, quoi, le plus possible, même si ça pourrait être encore plus fait. Mais ouais, il y a vraiment cette volonté de laisser le moins possible le roamer à Boston, mais malgré tout, bah, c'est un peu le truc aussi de tu vois, les Clippers, ce qui se passait avec Chris Dunn et Derrick Jones Jr., ouais. Ça marche de temps en temps, mais je trouve sur l'ensemble, c'est quand même plutôt négatif sur demi-terrain. Après, c'est vrai que Josh Hart, il apporte tellement d'autres trucs, quoi. Rien que la transition ou bah, défensivement, hein, voilà. Ou le rebond. Il a été assez énorme sur la fin de match. Mais ils sont à 3 contre 3, les mecs, au rebond offensif. C'est un peu dingue, quand même. Bah, en fait, c'est ça que je me disais. Je me disais, est-ce que mettre Mitchell Robinson, c'est pas redonner de la valeur à Josh Hart en attaque? Parce qu'en fait, les deux, avec Towns, s'ils attaquent le rebond, ça donne tellement de gravité, ils ont tellement de gravité que ça libère un peu Josh Hart, alors que s'ils sont pas là, bah il y a le big en fait qui va garder Josh Hart et patatras, quoi, entre guillemets. C'est un peu le théorème Houston Rockets, en fait. De toute façon, on n'aura pas un bon spacing, donc allons-y à fond de l'autre côté. On s'en fout, en sacrifiant le spacing pour être encore plus, présent au rebond offensif, etc. On rajoute des gros. De toute façon, on ne pourra pas avoir un bon spacing. Il y a Josh Hart, donc bah, allons de l'autre côté, quoi. C'est un peu la méthode Udoka à Houston, quoi. C'est un peu comme ça qu'il a opéré. Mais ouais. Non, mais après, l'autre aspect, je te rejoins aussi, tu t'en as parlé, mais j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas avoir autant de drive, de five out, de jeu dans le périmètre pour Towns, pour le coup, qu'on avait vu match 1. Et là, en fait, il a été aussi, comme Al-Horford était titulaire, il était aussi, Al-Horford a défendu sur lui. Il y avait aussi Tatum qui était un peu le match-up qu'on attend, Tatum versus Towns. C'est à quel point est-ce que Towns peut arriver à punir Tatum et forcer Boston à sortir de ça, parce que si Tatum arrive à rester sur Towns, ça permet de libérer en roamer, en libéraux défensif, le pivot justement. Et le truc, c'est qu'on a toujours pas eu trop ce duel. Je crois que Tatum a pris une faute ou deux, et c'est pour ça qu'on l'a sorti assez vite de ça, et on a mis Jaylen Brown sur Towns, et en se disant bon, bah, il est moins costaud, il est moins grand, etc. Mais de toute façon, on met Jaylen Brown en première dos et puis on déclenche des prix à deux, quoi. Donc ouais, mais je trouve que Towns reste encore c'est pas le joueur le plus important, hein, ça c'est évidemment Brunson, mais c'est peut-être un peu un point clé, selon comment lui arrive à scorer ou à pas scorer ou à imposer des line-up en face. C'est vrai que ça peut déterminer pas mal de choses sur la série, donc hyper important aussi, Towns, par rapport à ça. Et puis quoi d'autre? Ouais, non, le jeu des intérieurs aussi, c'était assez marrant de voir que Boston a voulu aligner deux intérieurs ensemble, Al-Horford et Porzingis, et puis du coup Thibodeau a été obligé de matcher, et puis quand ensuite Porzingis est sorti, il a fait sortir un de ses gros, etc. Il y a vraiment cette bataille aussi en termes de line-up au niveau des minutes, plus on avance de matcher deux bigs pour deux bigs, et puis quand ça repasse à un big, on repasse à un big, etc. quoi. Ouais, bah c'est clair que c'est assez marrant ce côté, mais très finalement 2025 un peu le spacing est mort, vive le spacing, quoi, tu vois. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est ça qui me rend un peu positif, c'est que tu vois, les actions en delay ou les pick and roll inversés, on en a vu sur la saison régulière. On ne leur demande pas d'inventer ça, sortir ça de nulle part. On les a même un peu plus vus au match 1. Et du coup, je me dis quand même, il y a d'autres trucs à faire pour l'attaque de New York, quoi. C'est-à-dire que là, tu peux voir un peu le verre à moitié plein et dire, bah en fait, ils sont à 2-0 en n'ayant pas si bien attaqué. Enfin, pas si bien attaqué. En ayant d'autres cartes dans leur manche en attaque. Ouais. Et puis avec deux comebacks qui ont bien sauvé le truc, quoi. Mais bref. Quoi d'autre? Je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, de ce match-là. Des perfs, regarde. On a déjà parlé de l'offensive rating en général, mais quand on regarde le demi-terrain, c'est fabuleux, hein. 70 points pour Boston par 100 possessions et 81 pour New York. C'était un grand match offensif. Mais bref, voici. D'autres trucs à rajouter ou on a fait le tour, Baptiste? On a peut-être perdu Baptiste. Est-ce que je suis toujours en ligne ou pas? Je suis tout seul ou je suis en ligne? Bref, j'attends de voir si Baptiste répond, mais sinon on va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voici pour cette quotidienne. J'espère que ça vous aura plu. Allô. Ouais, tu m'entends? Oui.
Non, j'étais en train de Non. conclure. J'étais en train de dire, on a tout dit à peu Oui. près, hein, je crois. Bah, je disais que j'avais rien d'autre à rajouter. Ben voilà, donc à suivre le match 3, quand évidemment Boston va shooter à 60% à 3 points. Ça marche comme ça en général, Ouais. et que le match va être plié. Mais bref, donc merci Baptiste en tout cas. Bah, avec grand plaisir, j'espère. J'avoue que les créneaux là en ce moment, c'est un peu, comment dire, imprévisible pour moi, mais j'aimerais bien plus passer dans la quotidienne. C'était cool. Sur ce format entre midi et deux, ou alors le soir aussi, on pourra le refaire évidemment le soir, ça dépend un peu. Mais bref, en tout cas, merci à toi. Merci à tous dans le chat, c'était très cool encore une fois. Et puis on se dit à demain alors peut-être, sans doute. Quoique peut-être, je ne sais pas. Mais on se dit à demain peut-être. Ciao.